Bonjour, spoiler, moi c'est Adrien. Je suis collaborateur associé chez Talossi depuis à peu près 2 ans et demi, ça va bientôt faire 3 ans. Et du coup, si je suis ici ce soir, c'est pour vous présenter un sujet. Le titre Intégrer l'IA dans votre entreprise, exploiter vos sources et documents internes intelligemment. Plus globalement, ce qu'on va voir ce soir, c'est comment, grâce à des modèles de données, on va pouvoir intégrer des fichiers au modèle et faire des recherches dans les fichiers euh, facilement, on va dire. Et comment on peut industrialiser tout ça. Donc, dans un premier temps, pourquoi faire? En fait, pourquoi on va vouloir donner des fichiers à un modèle et que le modèle puisse exploiter nos fichiers? Moi, je vais tourner vraiment la présentation dans un modèle d'entreprise. Après, ça peut aussi être dans un modèle perso. Du coup, dans un modèle entreprise, on peut donner des fichiers à un modèle, comme par exemple des contrats d'entreprise. Je dirais une bêtise, on a une mutuelle, on va donner le contrat au modèle, on va pouvoir faire des recherches assez facilement dans ce contrat. Par exemple, demain, je vais aller chez mon opticien, je vais changer mes lunettes. Euh, bah, Personne ou très peu de gens savent c'est quoi les remboursements qu'ils ont sur leurs lunettes, par exemple. Et ben en fait, au lieu de aller rechercher dans les fichiers, etc., on va pouvoir demander à l'IA quel est mon remboursement de lunettes et elle va nous le donner quasiment instantanément. Il y a une deuxième chose, donc nous on l'a fait chez Tal aussi, essentiellement pour un gain de temps et un gain aussi en discrétion. Je vais prendre un deuxième exemple. Demain, ma conjointe, par exemple, tombe malade. Et j'ai besoin d'avoir des renseignements justement sur tout ce qui est mutuel, remboursement, etc. J'ai pas envie d'en parler à mon manager parce que c'est assez personnel. Et ben, je vais pouvoir le faire directement via l'IA. Et du coup, entre guillemets, personne sera au courant de ça. Et ça fait aussi du gain de temps par rapport par exemple, à Kevin, parce que pendant une bonne partie de temps, on posait des questions un peu rébarbatives à Kevin. Typiquement, je vais reprendre l'exemple des lunettes, hein, mais est-ce que tu connais la mutuelle qu'on a, etc., etc. Donc Kevin, à chaque fois, c'est 5 minutes pour répondre, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Si tout le monde fait ça, c'est énormément de temps pour lui. Et au final, grâce à l'IA et à ce qu'on va vous montrer, lui gagne en temps et nous aussi. Et une dernière chose, on va voir, et je vais vous le montrer dans le slide d'après, comment on peut optimiser des coûts sur tout ce qui est modèle d'IA. Donc tout de suite, on va faire d'abord une petite démonstration. Donc en fait, j'ai pas réussi à mettre, j'espère que vous allez bien voir. Si je dois zoomer, je peux essayer. En fin de compte, sur, là, ce soir, on va se baser sur des modèles de OpenAI, d'accord? En fin de compte, sur le site d'OpenAI, on a toute une partie dashboard assistant. Et grâce aux assistants, donc ici, moi j'en ai déjà créé un, c'est le Meetup, l'assistant que j'ai nommé Meetup 15 mai. Grâce aux assistants, on va pouvoir donner des fichiers, par exemple, moi je lui ai donné un fichier PDF brut de fonderie comme ça, et on va voir que l'assistant va pouvoir lire directement dans ce fichier et aussi faire du computing des informations à l'intérieur. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que justement, donc on le verra après, mais on va pouvoir associer une application avec ces assistants pour que tout le monde puisse s'en servir. Et par exemple, là, c'est Kevin qui vient gérer les assistants, qui vient mettre les fichiers qu'il veut. Et du coup, ça sert un peu de back-office directement. On a un back-office sans rien faire, en fait. Du coup, sur les assistants, ça marche toujours pareil. On peut leur donner donc des instructions, donc un contexte. Là, par exemple, je lui ai dit, à chaque fois que tu finis de répondre, tu réponds merci pour ce super meet-up. On verra après si ça fonctionne. On choisit le modèle de données. Donc là, j'en ai choisi un exprès. J'ai pris le 4.1 mini parce que on verra après niveau pricing ce que ça donne. Et surtout, j'ai activé, parce que c'est ce qui nous intéresse, le file search.
Donc ici, avec le file search, on va pouvoir donner des fichiers ici. Donc là, j'en ai déjà donné un. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans le fichier, il y a, j'ai juste dit les 2 présentations qu'il y avait ce soir. Du coup, moi qui présente cette présentation et Nicolas, après, qui va présenter une découverte sur Cloud AI. Et donc tout de suite, on va pouvoir faire un petit test. Donc ici, on a comment on teste ici le playground. Et donc on va pouvoir venir dire quelles sont les présentations du meetup. Et donc là, on va pouvoir voir que l'assistant va directement aller chercher les informations dans le fichier pour nous répondre. Donc voilà, il nous répond qu'il y a 2 meetups. Et justement, donc là, il a juste répondu de route de fonderie ce qu'il y avait dans le fichier. Et on va pouvoir faire du computing. Par exemple, combien y a-t-il de présentations paf. On va pouvoir voir qu'il va répondre qu'il y en aura 2, normalement. Il y a 2 présentations. Donc, pour le coup, c'est assez facile. On a juste à lui donner les fichiers et ça fait le travail un peu tout seul. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que il vient nous donner la source ici dans quel fichier il a trouvé l'information. Et donc demain, à cet assistant, on va pouvoir lui donner des dizaines et des dizaines de PDF avec plein de pages dedans, et il va pouvoir nous donner dans quel PDF il a trouvé les bonnes informations. Enfin, je dis PDF, ça peut être n'importe quel fichier. Donc voilà. Est-ce que tout le monde suit jusque maintenant, ça va? Très bien. Donc OpenAI. Ouais. Donc là, on a pu voir la partie assistant et la partie modèle. Et on va s'intéresser un peu au pricing. Parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait un peu réduire les coûts en utilisant ce que je vais vous montrer. Donc effectivement, là, je me suis basé sur deux modèles différents. Par exemple, le GPT 4.1 mini à droite, qui est à 40 centimes le million de tokens. On verra après ce que ça représente. Et en sortie de token, il a environ 1,06 €, enfin 1 dollar, pardon. Et le 4.1, qui est lui à 2 dollars le million de tokens en entrée et à 8 dollars le million de tokens en sortie. Il y en a des beaucoup plus chers. Là, j'en ai pris 2. Ça, le pricing, ça va encore. Donc, à titre d'exemple, nous, voilà, chez Talossi, par exemple, on a un assistant qui a à peu près 8 fichiers avec des fichiers de l'entreprise. Je vais poser une question, donne-moi des informations à propos de Talossi. Et ça a à peu près utilisé 16 000 tokens en entrée. Donc, c'est quoi les tokens d'entrée? C'est tous les tokens qui sont servis pour. Enfin, c'est la question, en fait, les tokens de la question. Et en sortie, à peu près 400 tokens, c'est combien il a mis de tokens pour nous répondre. Et donc, si on fait le calcul, en gros, avec donc un modèle 4.1 qui est un peu plus puissant, on aurait payé 3 centimes la question. Et sur le côté, à droite, avec un modèle un peu qui va faire des recherches un peu moins poussées, mais qui sera un peu plus efficient, donc qui va répondre peut-être un peu plus rapidement, on aurait payé moins d'1 centime. À titre de comparaison, dans une entreprise, potentiellement, on veut donner des comptes ChatGPT à tous nos collaborateurs. Parce que demain, on a besoin d'utiliser ChatGPT, on a en envie. Donc, imaginez, un compte ChatGPT Pro, c'est à peu près 30 € par mois. Donc, par collaborateur, imaginons, on a 100 collaborateurs, ça fera 3 000 €. OK? Sachant que demain, il y a, parmi les 100 collaborateurs, il y en a beaucoup qui s'en serviront pas, ou qui s'en serviront très peu. Donc, c'est un peu du gâchis, on va dire. Tandis qu'utiliser les modèles via la forme de token, comme ça coûte, si je prends nous on prend toujours le modèle mini, ça coûte moins d'1 centime la requête. Donc si on fait un calcul, nous on a fait à peu près ce calcul-là, c'est 10 requêtes par jour pendant 1 mois. D'ailleurs, j'ai oublié un S. Pour 100 collaborateurs, donc ce qui fait 3 000 €
de compte ChatGPT, et ce qui rend à 207 € si on utilise le modèle par token. On va voir tout de suite comment on peut donner ça à tous nos collaborateurs assez facilement. Alors, tout de suite, on va voir Chainlit du coup. Est-ce que quelqu'un connaît Chainlit ou pas du tout? Hey, beaucoup de Thalassiens. Ok. Alors, Chainlit, c'est quoi? C'est une librairie Python qui est open source, qui est faite en Python, forcément, qui va très simplement nous exposer un back en Python, et ils vont nous donner aussi un front qui sera rattaché, qui est écrit en React. Okay, et en fait, on va pouvoir venir customiser ce front comme on veut. Et on va voir ça tout de suite, mais c'est assez facile. Donc, je vais vous faire une démonstration. Hop. Non, je vais aller là. Donc, on va aller voir ici la documentation de Chainlit. En fait, donc là, je suis arrivé, ça c'est le site de Chainlit, et ils ont un onglet Get Start in Pure Python. Donc là, on va vraiment écrire du code Python brut de fonderie, ok, avec la surcouche Chainlit. Et en fait, donc on va pas lire toute la doc, hein, mais directement dans la doc, on peut retrouver qu'il y a ici, si on lit un peu, un décorateur on message. Donc, quand l'utilisateur envoie un message, qu'est-ce qu'on fait? On va juste, pour l'instant, répondre le message que l'utilisateur a envoyé. Donc, on va prendre ce code. Et juste en dessous, on peut voir qu'en lançant cette commande, ça lance directement l'application Chainlit. Donc, on va essayer de le faire ici. Donc là, bonjour. J'ai récupéré le code. Je vais lancer l'application et je vais l'ouvrir. Et donc là, il ne peut pas rift le serveur. L'effet des mots, comme d'habitude. On va essayer de relancer. Voilà. Et donc là, je vais essayer de vous le mettre en blanc. Hop. On a le front de Chainlit. Donc littéralement, en 30 secondes, Chainlit expose un front avec un petit prompt ici, où si j'écris coucou, ça me répond coucou. Donc pour l'instant, rien de sorcier. Juste, ils nous ont donné un décorateur avec le onMessage et un front, ce qui est déjà plutôt pas mal. Et derrière, c'est à nous de venir connecter notre assistant OpenAI. Donc comment on va faire? Donc pour connecter l'assistant OpenAI, on a besoin de créer un connecteur OpenAI, d'accord, qu'on va appeler runner. On a besoin de l'assistant. Donc l'assistant, il se récupère en une ligne de commande, hein, c'est retrieve et le nom de l'assistant. Donc là, je vais juste aller voir, parce que ça ne doit pas être le bon nom d'assistant. Le nom, il se récupère ici. Hop. Et on a besoin d'un thread. Donc le thread, hop, c'est pas ça. Thread égale. Donc on va créer un thread avec des messages vides. Le thread, il sert à quoi? C'est ce qui va garder tous les messages, en fait. C'est ce qui va... Ah, pardon. Zoomer, c'est ça? Zoom. Zoom avant. C'est mieux? Encore? On va retirer ça, là. Hop. Voilà. Hop. Normalement, ça devrait être un peu mieux. Donc, le thread, il sert à quoi? Il sert à conserver tous les messages que l'utilisateur va entrer et tous les messages que l'IA va répondre. En fin de compte, ça va être, il va conserver tout le contexte de l'application. Et une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir venir ici écrire un message.
Donc, on va pouvoir ici venir écrire un message dans le thread, donc en disant, bah voilà, je suis un utilisateur. Et on va surtout pouvoir ici faire un stream sur le thread. Donc, en fait, on va envoyer le message au modèle et on va attendre sa réponse. Et pendant que le modèle répond, bah, on va afficher le message à l'utilisateur. Donc ça, on n'en a plus besoin. Et donc là, normalement, en ayant écrit ces 10 lignes de code, on va pouvoir faire, ici, si on retourne sur l'assistant et qu'on écrit bonjour, je m'appelle Adrien. Si tout se passe bien, on va pouvoir venir appeler justement l'assistant et il va nous répondre. Donc voilà, maintenant, il ne nous répond plus bêtement juste ce qu'on lui dit, mais il nous répond « Bonjour Adrien, eh bien, merci pour ce super meet-up ». Donc ça veut bien dire qu'on est connecté à l'assistant qu'on a créé juste avant, ce qu'on lui avait demandé. On peut venir ici, du coup, faire des recherches dans le fichier. Quelles sont les présentations du meet-up? Hop. Donc là, il devrait nous répondre comme tout à l'heure. On peut faire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, on a vu qu'en quelques lignes de code, on a pu connecter l'assistant avec un front assez facilement. Au final, on pourrait limite déjà déployer ça sur un serveur et le donner au collaborateur, même si ce n'est pas vrai, parce que je vais vous montrer justement, il y a une fonctionnalité un peu principale qu'on se sert à peu près normalement tous quand on utilise par exemple ChatGPT, parce que c'est un ChatGPT-like au final, c'est qu'on veut créer plusieurs chats pour avoir plusieurs contextes différents. Donc là, actuellement, si on le fait, et si je dis comment je m'appelle, en fait, on va voir que le thread, il est partagé entre tous les chats, et donc le contexte, il est... donc, normalement, l'IA va répondre que je m'appelle Adrien parce qu'il le sait encore. Alors que normalement, on a créé un nouveau chat et il est plus censé se rappeler du contexte. Et donc, pour faire ça, pour éviter ça, on va pouvoir utiliser des décorateurs de Chainlit. Donc, si on va sur le site de Chainlit, on va ici pouvoir venir ici. Il nous montre plein de décorateurs. On peut faire vraiment plein de choses. Par exemple, il y a onChatStart, onStop, etc., etc. Et donc là, si on prend juste le onChatStart, on va pouvoir faire quelque chose de assez horrible. On va vous montrer après comment faire autrement. Mais par exemple, on va pouvoir dire, OK, en fait, au lieu de créer un thread ici, tac, 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 on va le recréer à chaque fois qu'un nouveau chat démarre. OK? Bon, il ne faut pas faire ça. Et donc là, si on refait le test, je m'appelle Adrien. Hop. Donc là, le contexte va savoir que je m'appelle Adrien. Un peu long à répondre, un peu capricieux. Voilà. Et si j'ouvre maintenant un nouveau chat, comment je m'appelle? Donc maintenant, normalement, il ne va pas savoir comment je m'appelle parce qu'on a bien scindé en deux. Enfin, à chaque nouveau chat, il y a un nouveau thread. On va aller plus loin parce que là, actuellement, si on met ça en production, il n'y a pas de compte, il n'y a pas de connexion, il n'y a rien du tout. En fait, avec Chainlit, il nous offre aussi la possibilité assez facilement d'avoir de l'authentification, donc avec du password ou alors de l'OAuth, donc nous, ce qui va nous intéresser. Typiquement, nous, avec Talossi, on a des comptes Gmail, donc avec Google, et en venant mettre apparemment deux variables d'environnement et en mettant toujours le même principe, un décorateur, donc c'est ces lignes-là, donc le auth callback. Si je vais dans le code et que je rajoute ces lignes-là, hop, là maintenant, normalement, je devrais avoir un compte. On peut voir ici qu'en haut, ça a bien changé. Je suis bien connecté avec mon compte adrien.debloc. Donc on peut même faire le test. Là, je suis déjà connecté, mais si on va en navigation privée, on peut voir qu'il me demande bien une connexion, alors qu'avant, ça ne me le demandait pas du tout. Et donc, grâce à ça, Chainlit nous offre la possibilité d'avoir des user sessions et donc de pouvoir faire passer des choses dans la session utilisateur. Donc, typiquement, au lieu de créer un thread ici
faire une variable globale, etc., on peut ici directement créer un thread et venir le mettre dans une session. Et ce thread, on pourrait venir le récupérer, par exemple, ici. On pourrait venir le récupérer ici, hop, pour pouvoir l'utiliser. Et donc, on va pouvoir venir construire une application comme ça grâce au décorateur de Chainlit. Donc, ce sera tout pour la démo. Je vais passer à la suite et je vais plutôt vous montrer ce qu'on a réussi à faire, nous, avec ça, chez Talossi. Donc, juste avant, j'avais fait une petite slide. Hop, ici, juste pour vous montrer que, en fait, Chainlit propose beaucoup de décorateurs au final qui se répètent un peu, hein, mais toujours sur les chats. Quand un chat se met en pause, quand on veut redémarrer un chat, on peut récupérer tout le contexte, tous les messages, etc., etc. C'est vraiment, il y a vraiment, ils ont tout prévu, quoi. Et donc nous, ce qu'on a réussi à faire avec Talossi, hop, donc on a créé un site qui actuellement, on a ce site-là qui est disponible pour tous les collaborateurs, où on a pu venir un peu customiser Chainlit. Donc vous voyez ici, il y a notre logo. On a pu rajouter ici, en fait, on a fait plein d'assistants différents pour pouvoir s'en servir. Et surtout, on a réussi à mettre l'historique aussi de tous les messages qu'on envoie. Donc, ce qui est vachement important. Et pour une question de légal aussi, on peut récupérer un peu ce que les gens ont fait en fait derrière. On a un historique de ce qui a été tapé. Et on a aussi fait, par exemple, tout ce qui est création d'images avec Dolly, etc., etc. Voilà. Et hop, dernière chose. Du coup, c'est ce qu'on a réussi à faire avec Talossi. Et j'ai créé un article aussi sur ce qu'on vient juste de voir ici, donc comment débuter avec Chainlit, qui est disponible via ce QR code. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que c'était clair. Ouais. Comment vous maîtrisez vos coûts? Comment on maîtrise nos coûts, c'est-à-dire Aujourd'hui, on peut poser des questions et donc ça engendre des requêtes, des tokens, ouais. donc potentiellement des dépenses. Comment vous maîtrisez ces dépenses? C'est-à-dire qu'il y a un compte qui est provisionné où vous mettez de l'argent. Ouais, fait. En fait, donc sur le site que j'ai montré tout à l'heure, OpenAI, ce qu'on peut faire, c'est Kevin qui provisionne le compte. Voilà. Donc, il y a plusieurs systèmes. Il y a déjà un premier système par exemple, on est venu mettre que 30 € sur le compte, et une fois qu'on arrive à 10 €, ça remet 30 € sur le compte. C'est une boucle comme ça. Et ensuite, du coup, Kevin reçoit de l'alerting aussi quand ça dépasse, pour éviter justement ce genre de choses. Et surtout, on peut dire si ça dépasse trop, on coupe et du coup, on dépasse pas du tout le budget, quoi. Tu peux carrément maîtriser assez facilement. Ça va, ouais, il y a la même gestion, les alertings, D'autres questions? Ah, génial, c'est que j'ai été super clair alors. Ou alors que c'était nul. Non, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah vas-y. Ah, t'inquiète, vas-y. Vu que c'est un modèle OpenAI directement lié, en termes de potentialité des données. Ouais, alors là, on est sur un compte pro. Donc, théoriquement, c'est censé limiter les fuites de données. Mais je te laisserai parler un peu plus à Noé après, qui en connaît un peu plus sur le sujet. Mais on n'est jamais sûr. Hein. Mais dans les petites lignes, lui, comme c'est un compte pro, normalement, il n'y a pas de fuite de données, quoi. Je peux plugger à n'importe quelle LLM, pardon. En fait, si tu veux faire ton LLM avec quelqu'un d'autre, tu peux plugger à ce que tu veux. Ouais, c'est ça. En fait, comme c'est un. En fait, là, si je parle vraiment de Chainlit, tu peux vraiment. C'est toi qui dev derrière. Chainlit, il t'offre uniquement un back avec une gestion avec des décorateurs, etc. Mais toute la connexion via le modèle
En fait, je pourrais mettre n'importe quelle IA, même une IA que tu as en local sur ton PC. Au final, c'est toi qui la connecte, donc tu pourrais travailler avec n'importe quoi. Par exemple, tout à l'heure, Nicolas va vous présenter Claude AI. Par exemple, on pourrait très bien connecter ça à Chainlit et puis faire avec, quoi. Ça qui est bien avec Chainlit, c'est que c'est entièrement customisable et je ne l'ai pas dit non plus, mais le front que je vous montre là, on l'a customisé façon Tal aussi, mais ils ont aussi un truc pour complètement retirer ce qu'ils ont fait et venir faire un front from scratch pour revenir le connecter en fait et quand même profiter de leur back, le back qu'ils ont créé. Voilà. Très bien. Et on va passer à la suite. Merci à vous.